Mesdames et messieurs, je vous remercie d'excuser le président François Baroin qui m'a confié la mission de le représenter et d'exprimer devant vous une réflexion d'élu, réflexion que je veux à la fois pragmatique et prospective. L'air comme l'eau est un élément fondamental de la nature et de la vie qui ne connaît pas de frontières et vit en dépendance permanente avec les activités humaines. Dans mon expérience antérieure de député, j'avais eu à conduire plusieurs missions relatives à l'eau. De Marrakech, pour ce qui concerne la Méditerranée, à Bamako, pour ce qui concerne les fleuves internationaux, en passant par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la question centrale était comment protéger une ressource épuisable? Comment la réparer quand elle est dégradée? Comment la partager pour le bien-être de l'humanité dans l'organisation de coopération décentralisée? C'était aussi, quelque part, avec l'AMF, l'Association des maires de France, l'engagement que nous avons pris avec Jean-Louis Borloo en vue de satisfaire l'électrification de l'Afrique. Force est de reconnaître que ces questions s'inscrivent dans le résultat d'une vision fragmentée des savoirs et une utilisation sans limite d'une ressource finie. Ces mêmes questions se posent pour cette valeur universelle qui vous occupe depuis ce matin, qui est sans frontières et qui est l'air. Pur ici, respirable ailleurs, irrespirable aussi, sous l'effet combiné des réalités naturelles et des activités humaines, comme si l'air impur n'était que la conséquence d'une exaction de l'homme contre la nature et in fine contre l'humain. La presse exprime des situations inadmissibles pour l'eau ou pour l'air, situations subies par les populations, réfugiés climatiques par excès ou manque d'eau, protection dérisoire pour réduire les risques de souffrance respiratoire, sont des images connues de tous. Mais l'inéluctable de l'urbanisation massive nous empêche de voir l'impasse humaine de ces migrations. Aussi, la question de la révolution de l'air potable pose un triple problème. D'abord, à l'instar de l'eau, qui a un cadre mondial encore très aléatoire, n'est-il pas nécessaire de mettre en place un schéma de cohérence mondiale et de protection partagée de cette ressource épuisable qu'est l'air respirable? Au risque d'une mise en cause d'un modèle économique dont la seule boussole est la compétitivité. C'est ce que disait tout à l'heure, avec un autre langage, et le ministre Védrine et le ministre Canfin. Vous pouvez m'objecter que la ratification de l'accord de Paris sur le climat est une réponse. Je pense que c'est un outil nécessaire et non suffisant, car les engagements vertueux ne sont pas assortis d'une méthodologie d'évaluation ou de sanction en cas de non-respect, et n'interrogent pas les fondamentaux structurels de cette situation devenue insupportable. L'Association des maires de France est partie prenante active dans les dispositifs de reconquête environnementale de l'air sur des schémas européens et français qui s'imposent aux collectivités territoriales, lesquelles peuvent, à la marge, créer des conditions positives avec la mise en place des SRADET, nouvelle version des schémas régionaux air, énergie, climat, et leurs versions techniques comme les plans énergie, air et climat. Nous l'avons vu tout à l'heure dans les récompenses qui ont été distribuées. Ensuite, nous savons que nous consommons au-delà du raisonnable. Nous savons que la consommation des énergies fossiles a un impact négatif sur la qualité de l'air. Nous savons que notre organisation spatiale et nos modes de transport sont à réviser totalement dans leur support et leur organisation. Mais nous savons que nos stratégies locales sont totalement dépendantes de décisions nationales, européennes, voire mondiales, au cœur desquelles le sens du mot progrès est à réinterroger. Enfin, la structuration d'une politique de l'air est indispensable. Des paradigmes nouveaux s'invitent dans la réflexion. L'économie circulaire, où le déchet redevient matière première, voire produit. La théorie du coût COUT, éviter, car la prévention ne coûte rien par rapport à la réparation. La résilience qui dit que s'insérer n'est pas domestiquer ou dominer. Cette structuration suppose un support R&D bien plus coordonné que ceux que nous connaissons.
La qualité de l'air est une résultante complexe de nos modes de vie, nos modes de déplacement, de nos connaissances techniques et, in fine, de nos capacités financières et de nos modes de consommation. Il m'est impossible, dans le temps qui m'est imparti, de développer ces aspects du point de vue stratégique, mais qu'il me soit permis de donner quelques pistes à partir des réalités quotidiennes. Ainsi, quand Paris intramuros limite le droit d'existence et de passage de véhicules polluants, prend-il en compte le report de risques et de charges polluants sur la banlieue, oubliant ainsi l'exigence de pratiques vertueuses sur des territoires cohérents et pertinents, en tout cas suffisants? La vignette CO2 est autant porteuse d'une volonté vertueuse que d'exclusion et de contraintes économiques. Elle est peut-être nécessaire sur l'ensemble de l'espace régional, elle reste dérisoire sur un espace peu significatif, car c'est un enjeu prioritaire dans toutes les métropoles du monde, et la réponse aujourd'hui, ou les réponses aujourd'hui, manquent d'efficacité. Ainsi, et on l'a vu dans ce reportage, quand les habitants de New Delhi sont obligés de porter le masque car l'air est irrespirable, en particulier pendant la grande fête du Diwali, qui crée une bulle toxique à cause des fumigènes en particulier, se trouve posé à la fois le risque de pratiques culturelles et surtout, de façon structurelle, un mode économique qui s'appuie sur une production énergétique dépendant à 60% du charbon, au moment même où dans ce pays, 300 millions d'Indiens n'ont toujours pas d'accès à l'énergie. Ainsi, quand le nouveau président des États-Unis annonce se délier de l'engagement COP21 de son prédécesseur, il ouvre la porte à une exploitation sans borne du gaz de schiste, hyper polluant, de la nappe phréatique et de l'air. Ainsi, la France, par son acceptation passive d'une circulation complexe et insatisfaisante dans les principes de fluidité et de covoiturage, participe aussi d'une surproduction de CO2 handicapante pour la qualité de l'air. Les élus locaux savent qu'après les réfugiés climatiques dus à l'eau, son insuffisance ou sa non-potabilité, il risque d'y avoir des réfugiés climatiques dus à l'air. Or, l'air est une réalité mondiale comme les océans. Et ce sont ces deux réalités qui connaissent le moins une esquisse de politique mondiale sous l'égide de l'ONU et de ses satellites. Cependant, cette insuffisance, pour ne pas dire cette inexistence de politique mondiale, ne signifie pas que nous sommes condamnés à ne rien faire, bien au contraire. La mondialisation des échanges est une chance si nous savons imposer un code qualitatif. Les problèmes de la qualité de l'eau et de l'air exigent un développement de la R&D, je l'ai dit tout à l'heure, pour réaliser des sauts qualitatifs dans la connaissance et la production. À titre d'exemple, le développement de l'écomobilité, encore insuffisant en France, permet de prévoir une réduction drastique de l'utilisation de l'essence et du fioul. Elle impose aussi de revisiter nos schémas économiques et de dénoncer des tentatives d'obsolescence programmée des machines comme maintien de systèmes économiques dépassés. Ainsi, les maires et présidents d'intercommunalités, dans leur choix d'aménagement du territoire, de développement des types de transports nouveaux, d'insertion des outils de révolution industrielle prônés par Jérémy Rifkin, de réduction des produits et pratiques qui agressent l'environnement, peuvent être à la fois des acteurs et des témoins pour réussir un monde respirable tant pour l'air que pour les idées génératrices de bien-être. Les maires participent aujourd'hui à l'instauration d'un monde plus électrique, plus digital, plus végétal. Ils savent et intègrent les nouvelles technologies pour réduire l'inefficacité bâtimentaire, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures sobres en énergie, voire visent à l'excellence de bâtiments à énergie positive. Les élus ont voté des crédits importants pour le projet ITER à Cadarache, dont personne ne parle, alors que c'est l'aventure intellectuelle et environnementale à la fois la plus audacieuse et la plus exemplaire. Les maires savent que l'aménagement du territoire est un impératif encore plus impératif aujourd'hui à cause du changement climatique. Ils savent que les infrastructures de vie touchent à la totalité de l'organisation des espaces urbains, périurbains et ruraux. Même si ce colloque aujourd'hui représente une graine de CNV face à l'immensité potentielle des problèmes, il est déjà quelque part
une victoire de la conscience critique qui alerte sur la nécessité d'une révolution de l'air potable par tous, partout. Cette révolution implique de revisiter le sens du terme progrès, de penser globalité et associativité et non segmentation des savoirs, et de produire enfin une véritable éthique d'utilisation de ces savoirs. Je vous remercie de votre attention.